Monsieur Ludovic Alamlou, bonjour. Bonjour. Alors je pense que nos lecteurs seront contents de pouvoir mettre un visage sur un nom qui est devenu célèbre en quelques jours. Depuis quelques semaines, il y a des fuites dans la presse. Vous êtes, rappelons-le, l'ancien PDG de la SPL Estivale. Il y a des fuites dans la presse dénonçant des magouilles, des dépenses somptuaires, etc., etc. Et donc, nous sommes là pour remettre un petit peu les choses au clair et faire un peu le point sur ce dossier. Alors, on va commencer par le plus évident, le plus gros, 3 millions de passifs. Expliquez-nous un petit peu, est-ce qu'il y avait vraiment 3 millions de passifs à la SPL? Alors, pour l'instant, on est encore sur 2022, c'est-à-dire qu'on a terminé l'année 2020, on a terminé l'année 2022 avec un déficit de moins 1 500 000. Il faut savoir qu'à la création de la SPL, on avait fait elle-même, avec les réunions qui étaient engagées avec le DGS de la CIREST et le directeur de cabinet, on avait proposé un CEP, un compte d'exploitation professionnelle, à la CIREST, avec la réalité de la structure, et le DGS, justement, et le directeur de cabinet voulaient faire des économies, et ont coupé 1 500 000 € sur le budget de la SPL Estivale. Si cela n'avait pas été fait, bien évidemment, on aurait été à l'équilibre en 2022. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours parlé d'un budget à abonder et non d'un budget en déficit, parce que pour nous, c'était un déficit contrôlé. Donc, c'est dommageable, mais il est jamais trop tard pour bien faire. Donc, je pense que la CIREST doit mettre les moyens maintenant pour pouvoir rétablir tout ça. Et il faut savoir qu'à l'époque, on était en rapport avec le DGS et le directeur de cabinet. Et le président de la CIREST, moi qui pensais qu'il était au courant, n'était justement pas au courant de tout ça. Donc c'est dommage que la CIREST à l'époque avait décidé de supprimer ces 1 500 000. En tant que dirigeant de cette c'est une entreprise, une SPL, est-ce que vous n'auriez pas dû vous adapter au nouveau budget qu'on vous donnait plutôt que de continuer à dépenser sur le budget prévisionnel que vous aviez établi, mais dont vous saviez que vous entraînerez vers un passif? Comme j'ai dit, c'était un budget, c'était un déficit contrôlé, c'est-à-dire qu'on savait ce qu'on faisait, et les ordres venaient bien du DGS et du directeur de cabinet. Donc, les ordres viennent du payeur, la CIREST. Donc, ne pas écouter la CIREST, ça aurait été dommageable. Donc, mais est-ce que vous auriez pu fonctionner avec un budget amputé d'1,5 million, malgré tout, peut-être payer moins cher, les employés, avoir moins d'employés Non, parce que le budget de la structure de la SPL, justement, a été proposé avec la structure de la SPL. Il faut savoir que depuis mon arrivée au Common, on a eu environ plus de 15% de passagers en plus. Ce qui veut dire que la nouvelle structure de la SPL a permis d'avoir ces 15%, une meilleure qualité de service, avec des bus avec des capacités de place en plus. Et les bus maintenant partent rouler. Avant notre arrivée au pouvoir, il y avait beaucoup de lignes qui restaient à quai le matin, faute de conducteurs, faute de personnel pour informer les personnes et tout. Donc ce n'est plus le cas. Donc le déficit de moins 1 500 000, certes, mais c'est un déficit qui est contrôlé. C'est pas un déficit. Oui. Voilà. J'ai entendu. Alors, on va revenir sur le fonctionnement de la SPL, mais revenons quelques minutes sur la transformation d'une SEM en SPL. On dit que c'est pour mieux contrôler. Bon, en fait, on voit qu'il n'y a pas plus de contrôle, au contraire, puisqu'il y a un déficit. Donc, est-ce que la seule explication, ce n'était pas que dans une SPL, le PDG, il est payé, alors que dans une SEM, ce n'est pas le cas? Mais j'étais payé quand même dans la SEM. Mais le même prix? Oui, pareil. Exactement. Ouais, c'est resté pareil. Ça n'a pas changé. Donc, alors pourquoi une SPL et pas une SEM, alors? En fait, la SPL permet justement d'avoir ce contrôle analogue par la CIREST, donc par le DGS et le directeur de cabinet. Et la SPL, c'est un actionnariat tout public. Une SEM, il y a également des actionnaires privés dedans. Donc, la CIREST a racheté les parts des actionnaires privés, et maintenant, elle détient 95% des parts et 5% à la région. D'accord. Quand le maire de Saint-Benoît, Patrice Célie, dit « je n'étais au courant de rien », si vous me dites, alors je crois savoir que vous aviez des réunions tous les mardis matins à la CIREST, en présence du DGS et du directeur de cabinet, comment est-ce qu'il pouvait ne pas être au courant? Moi, je pensais qu'il l'était. Je pensais qu'il l'était de toutes les actions qui ont été demandées par le DGS et le directeur de cabinet.
Mais je me suis rendu compte là maintenant qu'il n'était vraiment réellement pas au courant de tout ça. Et les décisions que le DGS et le directeur de cabinet prenaient, ben il n'était pas forcément au courant de tout ça. Et ben moi, quand le DGS de la CIRES, c'est le payeur hein, qui me demande de faire des choses, ben automatiquement je le fais avec la confiance que je leur donne. Et voilà, je peux dire aujourd'hui que le président n'était pas forcément au courant de tout ce qui se faisait, de toutes les commandes que la CIRES commandait à la SPL. Alors, moi, j'ai vu Patrice Cély ce matin, je lui ai posé la même question, et il me dit oui, mais Ludovic Alamlou, quand on lui posait des questions, soit il ne donnait pas les documents, soit il nous montrait ce qu'il voulait bien nous montrer, ce qui fait qu'on n'avait pas vraiment une vue réelle de la situation de la SPL. Alors, il faut savoir que justement, comme je l'ai dit, la CIRES est actionnaire à 95%. Donc, ils ont un contrôle sur la SPL, et le DGS et le directeur de cabinet savaient tout ce qui se passait dans la SPL. Donc, surtout que je crois savoir que la femme du directeur de cabinet est votre plus proche collaboratrice. Elle était mon assistant de direction, oui. Donc voilà. C'est des embauches, mais après voilà, c'est des embauches demandées par le DGS et le directeur de cabinet, mais les personnes qui étaient embauchées ont les compétences nécessaires au poste. C'est-à-dire que, et puis il n'y a pas de travail fictif à la SPL, tout le monde travaille, et ils le font bien justement, et voilà, c'était bien une commande du DGS de la CIRES et du directeur de cabinet. On m'a évoqué une embauche d'une 50aine de personnes à un moment donné, et les personnes qui m'ont informé, alors j'ai envie de dire qu'elles étaient bien informées, mais peut-être qu'elles se sont trompées, me disaient que c'était en vue d'un futur transfert de compétences de la CIRES en matière de transport, mais que ce transfert de compétences n'a jamais eu lieu, et qu'en fait ces 50 personnes ne savaient pas grand-chose. Non, c'est totalement faux, hein. Enfin, 50 personnes, je dirais pas tout ça. En fait, une quarantaine peut-être, mais dans ces 40-là, il y a environ, on a recruté en 2022, on a donné la chance, hein, quand on parle embauche, on parle de tout, même des contrats d'apprentissage et tout, hein. On avait donné la chance à 10 jeunes de l'Est de pouvoir passer le permis avec une société de formation. Et ces jeunes ont été comptés dans l'effectif. Voilà, ils étaient là pendant 1 an, et les 10 jeunes ont eu le titre de conducteur de transport en commun, donc c'est une chance qu'on leur a donnée. Et en embauche réelle en CDI, on a environ 30 et 35 embauches en CDI qui ont été faites depuis 2020 jusqu'en 2023. D'accord. Ces embauches que vous avez faites, c'est vous qui avez décidé de les choisir de votre... ou alors on vous a demandé de choisir ces personnes-là précisément. Voilà. Justement, il y a eu également des commandes politiques, mais comme je l'ai dit, ces commandes ne venaient pas forcément des maires, ni de M. Hatchapa et ni de M. Cély. Et le cabinet de la CIRES et la direction générale de la CIRES étaient les commandeurs, étaient les demandeurs. Donc maintenant, dire que tout vient de moi, c'est totalement faux. Une très grande partie vient de 22. D'accord. Revenons au fonctionnement de la SPL. Vous me dites, je ne demande qu'à vous croire que tous les employés travaillaient, qu'il n'y avait aucun emploi fictif, etc. Mais quand même, on me dit aussi qu'il y avait certaines personnes qui touchaient des salaires très très importants pour les postes qu'ils occupaient. Est-ce que ce n'est pas, alors c'est peut-être pas tout, mais une partie de l'explication de votre passif? Après, il faut voir qu'est-ce qu'on appelle gros salaire. Bien évidemment, les directeurs en place, ben, ils ont un salaire de directeur, hein, et même une des personnes en ce moment qui me salit dans les journaux et tout, et qui était l'ancienne déléguée syndicale, elle touche également un très 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 bon salaire. Donc aujourd'hui, on me parle d'un salaire supérieur à 5 000 euros. C'est ça. Et en fait, maintenant, jeter toute la faute sur moi et dire qu'on a dépensé, voilà. Mais elle touche un très très gros salaire, et aller se battre pour les petits quand on touche un salaire comme ça, et pour moi c'est pas juste. Donc et surtout d'être en arrêt maladie tout le temps, de pas être à son poste de travail tout le temps, être tout le temps en arrêt maladie, or elle se sentait bien à son boulot, hein. Donc il y a quand même eu une plainte contre vous pour harcèlement. Voilà, mais j'ai également des mails qui prouvent que j'ai bien fait mon boulot, hein. Il y a des mails où elle me vante, où mon boulot est bien fait par rapport à l'école diffamatoire qu'on avait reçu en décembre. J'avais mis des choses en place, et j'ai des mails qui disent dont elle me félicite des actions que je mène pour justement contre ce code diffamatoire.
et avec des posts sur son Facebook en public qui prouvent qu'elle se sentait bien dans son boulot. Donc dire maintenant je dis que je l'ai harcelé, ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas là pour, je n'harcèle pas les gens. Justement, est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui que on a envie de vous faire porter un peu le chapeau, que vous êtes le bouc émissaire idéal? Mais après, comme j'ai dit, enfin un peu quand même, mais après pour moi c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est détourner l'information, et détourner la vérité surtout. Donc la SPL des salariés se porte très bien, ils sont très bien traités, il n'y a pas de mal-être au travail. Et maintenant dire que la société va mal, certes financièrement elle va mal, mais je suis sûr que la présidence de la CIRES actuelle fera le nécessaire pour que les salariés gardent leur poste et continuent de travailler dans de bonnes conditions. Et il faut savoir que quand j'étais là, moi avant que j'arrive, ils étaient sur un site d'exploitation qui était à l'abandon. On a changé ça, on les a mis sur un site d'exploitation bien. Et le nouveau siège justement qu'on a décidé d'aménager, le DGS de la CIRES était au courant qu'on allait aménager ce nouveau siège, hein, et parce qu'on était à Saint-Benoît, c'était vraiment très vétuste et on ne pouvait plus continuer à travailler dans ces conditions-là. Donc tout a été fait pour eux, pour le bien-être. Moi j'ai fait ce qu'il fallait à mon niveau pour ces salariés et pour ces salariés rayonnés. C'est-à-dire que moi je pouvais pas voir un salarié toucher le SMIC. Pour moi aujourd'hui c'est plus possible. Donc il n'y a pas de salarié estival qui touche le SMIC et j'en suis fier, hein, je le dis haut et fort, j'en suis fier. Et donc maintenant c'est à la CIRES d'abonder dans ce sens. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis sûr que le président de la CIRES fera ce qu'il faudra pour que les salariés gardent leur salaire et leur travail. On va parler un petit peu faits divers. On parle beaucoup depuis tout à l'heure du DGS de la CIRES, Pierre Catapoulet. Son nom aussi a fait la une des journaux parce qu'il a été victime d'une agression. Et je pense que vous vous doutez bien que beaucoup de regards se tournent vers vous et que vous faites partie des suspects. Alors, j'ai précisé que je faisais partie des suspects, mais comme je dis, hein, tous ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas un homme violent et aller frapper ou faire frapper quelqu'un, que ce soit un DGS ou un homme lambda, hein, ce n'est pas du tout moi et ça m'attriste. Enfin, on a déjeuné justement ensemble. Et c'est la raison pour laquelle on a pensé à vous. Oui. Et en sortant du restaurant, il se fait agresser. Voilà, en sortant du restaurant. Alors, pour la petite anecdote, en sortant du restaurant, j'ai proposé de payer, mais sinon non, c'est bon, là je paye. Donc moi j'ai dit écoute, je vais au conseil d'administration justement, où il devait être là également, et pour valider la nomination de la DGD. Et on venait de vous annoncer qu'on allait nommer une directrice générale adjointe qui allait vous surveiller entre guillemets. Qui allait m'épauler, qui allait m'aider dans mes tâches. Et la présence ou non du DGS de la CIRES n'aurait pas impacté cette décision du conseil d'administration. Donc aller faire, alors ce qu'ils disent, aller faire frapper un DGS pour que la DGD ne soit pas mise en place, enfin c'est ridicule, hein. Même aux questions de l'incendie du siège, hein, de la... Oui, alors justement, j'allais y venir, oui, parce que c'est deuxième fait divers, donc vous avez... Effectivement, une semaine avant, on a reçu un courrier disant que la Chambre régionale des comptes venait contrôler la SPL et brûler le siège ne va pas empêcher la Chambre régionale des comptes de faire son contrôle, hein. Tout n'est pas... tout est avec l'expert comptable et tout informatisé. Voilà, donc il n'y a aucun impact sur le contrôle de la Chambre régionale des comptes. Donc, aller brûler un siège. Et comment vous expliquez cet incendie, alors? Ben après, on est dans un quartier comme sensible, hein, avec beaucoup de jeunes qui traînent aux alentours. Et moi, je pense que voilà, c'est juste ça. Il n'y a pas eu de... Enfin, pour moi, c'était vraiment c'était pas voulu par quelqu'un, quoi. Voilà, je pense que des jeunes sont entrés, ils ont foutu le feu, ils sont partis, quoi. C'est tout point barre. Il n'y a pas eu de... Mais la coïncidence est étrange quand même. Voilà, pour moi tout arrive en même temps et ce qui a fait que voilà. Donc dans les restes de l'incendie, on va dire, on a trouvé des factures à moitié brûlées. Et la presse qui en fait état raconte qu'il y aurait même une facture pour 200 000 € de matériel informatique. Totalement faux. La presse est très mal informée.
je n'ai jamais acheté pour 200 000 ou même moins que ça de matériel informatique. Hein. Le matériel informatique, il y a un marché qui est passé. Et quand le service informatique, justement, achète du matériel, ils le font en bonne et due forme avec des devis qui sont demandés par mail et tout. Donc, voilà, tout est contrôlé, mais il y a jamais eu de 200 000 euros de facture informatique ou de matériel informatique payé et qui n'a jamais été livré. C'est totalement faux. Donc, de toute façon, l'enquête, je pense qu'il y a une enquête qui est en cours, qui va le prouver et qui prouvera que ceci est un gros mensonge. D'accord. Dans le même registre de factures qu'on a trouvé, il y aurait une facture pour du gardiennage pour le 14 juillet, et on se dit, mais comment ça se fait que ce soit vous, SPL, de transport, qui allez payer des frais de gardiennage pour surveiller la mairie Bien sûr. Alors, pareil, le 14 juillet, on a mis des navettes en place dans tous les quartiers de Saint-Benoît. Et la sécurité qui a été payée, c'est pour ces navettes. Ce n'est pas pour surveiller le 14 juillet. C'est bien pour les navettes d'estival qui faisaient l'aller-retour dans tous les quartiers. Ce n'est pas pour la manifestation du 14 juillet sur le front de mer. Où la mairie avait son propre service de surveillance. La mairie avait son propre service de sécurité pour ça, oui. D'accord. Et pareil, alors il y aurait des frais de bouche très importants, frais de bouche et restaurant. Hein, et on dit que vous étiez un adepte de grands restaurants avec des factures très importantes. Ben, qu'il le prouve. Hein. Moi, je sais ce que je fais. Et j'aime bien les restaurants, c'est, mais pas aux frais de la princesse. Donc, qu'il le prouve. La justice faut mener son enquête et prouvera aussi que c'est totalement faux. Il n'y a pas eu de 70 000 ou 50 000 euros de facture des restaurants. C'est totalement faux. Et de toute façon, comme je dis, l'enquête suit son cours et les gens verront par eux-mêmes que c'est totalement faux. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Vous avez l'impression d'être un auteur, une victime? Vous passeriez de quel côté de la... Mais écoutez, qu'on est PDG d'une SPL, on se prépare toujours à voir ça tôt ou tard. Hein. Donc, ça m'est arrivé, c'est malheureux. J'ai décidé moi-même je tiens à rappeler d'ailleurs que j'ai décidé moi-même de démissionner de mes postes d'élus, hein, que ce soit pendant la CIREST. Je n'ai eu aucune pression pour démissionner, hein. C'est moi-même qui l'ai fait. Et après avoir bataillé longuement pour être élu, mais maintenant ne pas être élu ne m'empêchera pas d'aider les gens. Je l'ai toujours fait, même avant d'être élu. Donc un sentiment de comment dire ça? D'injustice? Pas d'injustice, mais un peu peiné de ne plus faire partie de ces élus de l'Est. Mais après tout ce qui se dit et tout, voilà, vaut mieux se retirer un peu, s'écarter et laisser la justice faire son travail. Et les habitants de l'Est jugeront eux-mêmes. On va revenir après sur la partie judiciaire qui va arriver inéluctablement, puisqu'il y a des plaintes. Mais il y a une question que j'ai oublié de vous poser sur le fonctionnement de la SPL. On m'a dit que vous aviez acheté 14 véhicules, ça paraît énorme. 14 voitures. 14 voitures. Alors, il faut savoir qu'à la SPL, on a plusieurs services. On a un service, il y a les conducteurs de bus. On a les zones d'information en gare, on a le contrôle des titres de transport, on a le contrôle de qualité. Voilà, on a plusieurs services qui viennent se greffer. Et il faut savoir que les conducteurs, quand ils arrivent au dépôt, ça a toujours été comme ça. Il y a des voitures, il faut qu'il y ait une voiture qui est là pour qu'ils puissent aller faire la relève avec l'autre conducteur de bus, et pour éviter justement au bus de venir au dépôt. Et voilà. Donc, je crois qu'il y en a eu 13 de voitures, de voitures de 208 qui sont réparties dans plusieurs services. Donc ça a fait il y a eu un marché qui a été lancé pour ça. On n'a pas acheté des voitures, c'est du leasing sur 3 ans. Donc c'est une location et qui coûte beaucoup moins cher qu'acheter une voiture. Donc pour nous, voilà, toutes ces voitures sont justifiées, et c'est justement les personnes qui disent qu'on a, les syndicats suppléants qui disent qu'on a acheté 13 voitures, ben c'est eux-mêmes qui le demandaient par rapport où il n'y avait pas assez de voitures pour faire la relève des conducteurs. Donc moi, comme je dis, je pense toujours au bien-être des salariés, et 13 voitures réparties entre tous les services
pour 130 employés, c'est ce qu'il fallait. Et ces voitures sont là aujourd'hui, je veux dire, parce bien que sûr. les mauvaises langues disent qu'il y en a qu'on ne sait plus où elles non, sont, jamais, du tout, non. Toutes les voitures sont là. Il y a un marché qui était passé, tout est doté noir sur blanc. Donc, s'ils veulent contrôler, ils peuvent le faire. Toutes les voitures sont là. Et, donc, il n'y a pas eu de voitures qui ont été achetées, qui ont disparu de la nature. C'est faux. Donc voilà. Dans ceux qui ont porté plainte contre vous, il y a le maire de Saint-André. Oui. Jobédier. C'est quoi? Vous avez l'impression de vous retrouver pris au milieu d'un règlement de compte politique? C'est quoi l'explication? Le maire Saint-André, il a jamais été d'accord avec moi, donc depuis le tout début. Hein. Parce que j'ai roulé rouler en DS7. Pour rouler en DS7, il fallait être président de la République. Peut-être qu'il fallait être aussi taximan, hein, parce qu'il y a des taxis aussi en DS7 qui roulent en DS7 aujourd'hui. Donc, et qui coûtait moins cher également que de la voiture de mon prédécesseur. Donc c'est voilà, je ne dépassais pas le palier pour dire qu'il y a abus. Donc tout a été fait dans les règles et malgré tout, voilà, de toute façon lui il va toujours le trouver la moindre petite chose pour dire vu qu'il voulait justement la place pour son adjoint de président d'Estival. Et voilà, et donc je pense qu'il a jamais encaissé ça et voilà, il attaque, mais voilà, maintenant moi il peut attaquer, c'est pas un souci, il a déposé plainte, la justice fait son travail. Et... Alors il y a lui qui a porté plainte et Madame Sarah Lambert, je crois même qu'il y en a une troisième. Vous attendez quand même à être interrogé par la gendarmerie, je suppose. Bien sûr, et j'attends, il n'y a pas de souci, moi je vais répondre aux questions de la gendarmerie en toute sincérité et l'avenir prouvera que tout ce que je dis là aujourd'hui devant vous, est vrai, et que je ne me suis pas enrichi avec Estival. Donc, je ne vis pas dans le luxe, et mon compte en banque n'est pas plein. Donc, voilà. Est-ce que d'autres journalistes ont essayé de vous contacter? Parce que bon, vous êtes quand même mis en cause gravement. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont essayé? Du tout, non. Non, aucun. Très bien. Écoutez, merci en tous les cas. Merci à vous.